Alors, on va vous introduire nos trois conférenciers pour aujourd'hui. D'abord, on a Nicolas Blanchette, associé Fasken-Martineau, que vous connaissez déjà depuis tout à l'heure. Vous avez Julie Gaulin, évaluatrice agréée, ainsi que Brian Fahey, urbaniste. Notre panel émérite va être en mesure d'échanger sur les thèmes liés à l'expropriation formelle. Au cours des discussions, là, nos panélistes pourront vous parler un peu de leur expérience qui est assez intéressante dans le domaine. Notamment, Brian et Julie sont impliqués sur de nombreux dossiers actifs présentement. Ils conseillent des promoteurs immobiliers de grande taille dans des dossiers d'expropriation. Et leur rapport est crucial pour la détermination des valeurs clés lorsqu'il vient le temps de fixer les indemnités. Nicolas, associé à Fasken-Martineau, leader du groupe de litige immobilier, a été reconnu, quant à lui, par l'Assemblée nationale du Québec lors de comités parlementaires pour ses interventions visant à commenter sur un projet de loi de priorisation il y a quelques années, qui est un petit peu peut-être le prélude à ce qu'on voit aujourd'hui, où on avait modifié certaines dispositions relatifs à l'expropriation pour favoriser le développement de projets majeurs comme le REM ou la ligne bleue. Alors, Nicolas a été reconnu par l'Assemblée nationale comme étant un expert légiste en la matière. Donc, sans plus attendre, on va vous introduire les questions que nos panélistes pourront débattre. Et donc, la première, y a-t-il... En fait, Nicolas Blanchette pourrait nous expliquer quels sont les thèmes qui viennent avec la réforme de la potentielle de la loi sur l'expropriation telle que contemplée dans les médias présentement. Oui, puis je ne sais pas si on m'entend bien. Ça va? Oui, OK. J'avais déjà indiqué en début de conférence qu'il faut faire la distinction, selon moi, entre une réforme complète de la loi sur l'expropriation. On pourrait juste parler de ça. On a fait des colloques en droit d'expropriation où, avant que mon collègue m'échappe, je ne savais pas que je l'impressionnais à ce point-là, mais ça va, Guillaume? Ça va, c'était mon chronomètre. C'est bon, parfait. Alors, il y a la réforme dans son entièreté. Ça pourrait faire l'objet de plusieurs considérations. On pourrait indiquer un certain nombre de choses parce qu'on va terminer en parlant des lois spéciales qui ont été faites pour accélérer. Vous vous rappelez la ligne bleue, la dernière loi sur l'accélération de la ligne bleue, où là, j'ai été justement invité en commission parlementaire. On a échangé avec la ministre du Conseil du Trésor là-dessus, entre autres. Et il y avait la loi sur le REM qu'on connaissait aussi, qui ont été des mesures des lois spéciales pour accélérer parce que la loi sur l'expropriation, semble-t-il, n'était pas assez performante. Alors, on pourra revenir sur des mesures qui peuvent être considérées dans une éventuelle refonte. Mais je pense que l'objet de préoccupation, puis on verra, ça croise aussi les questions de valeur, me semble être très préoccupante, surtout que, comme on l'a dit, la CMM a dit officiellement que une des considérations majeures pour elle, c'est que cette loi-là soit modernisée pour avoir des indemnités moindres à payer. Il n'y a pas de cachette, là. Et là, jusqu'où on veut payer moins? Est-ce que c'est acceptable? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les gens qui se font exproprier? Puis on parle ici, quand on parle de la loi sur l'expropriation, juste pour s'en rappeler un petit peu, une expropriation déguisée, c'est lorsqu'on ne reçoit pas un avis d'expropriation et qu'on estime être exproprié dans les faits. L'expropriation de fait ou déguisée, c'est la même chose. Ou par l'effet d'un règlement, on nous empêche, par exemple, d'utiliser raisonnablement le terrain. Bien, c'est comme si on s'était fait confisquer, mais on n'a pas d'avis d'expropriation, on n'a pas de procédure devant le tribunal administratif. Si on reçoit un avis d'expropriation, bien là, on est formellement exproprié, c'est la loi sur l'expropriation qui s'applique. Ou bien on conteste la légalité, on a 30 jours, puis on va devant les tribunaux de cour supérieure parce qu'on a un motif de contestation. Ou bien, à défaut, bien, on doit être indemnisé. Donc, on va se faire exproprier, le bien va être transféré à l'État ou à la municipalité. Et à ce moment-là, on doit être justement indemnisé. Pour être justement indemnisé, on regardera avec nos experts. Brian et Julie, on a travaillé dans les dossiers. On travaille, Julie et moi, dans un procès d'ici une semaine ou deux devant le tribunal administratif. Et là, bien, les règles du jeu sont claires aujourd'hui. Je ne pensais pas, et nous ne pensions pas que des concepts clés devaient être réformés. Mais là, on en fait la demande, puis le premier ministre a dit qu'il allait regarder ça de près. Alors, on va, je pense, aborder ces questions-là plus en détail. Je ne sais pas si, Guillaume, de façon introductive, tu avais d'autres éléments que tu voulais... Non, peut-être, mais peut-être à contre-courant un peu, parce qu'on semble voir que la réforme de la loi sur l'expropriation serait quelque chose duquel on devrait avoir peur. Mais y a-t-il des avantages à réformer la loi sur l'expropriation du point de vue de l'exproprié, du point de vue de l'administré? Moi, mon expérience personnelle, puis j'ai quelques centaines de jours de procès de fait, notamment devant le tribunal administratif,
par opposition à la Cour supérieure, on connaît les délais pour toute personne qui a un dossier de cour à la Cour supérieure, les délais sont extrêmement longs. On va fixer des procès aujourd'hui pour dans 2 ans, 3 ans, des fois, dès que la durée du procès est assez longue. Le tribunal administratif est assez performant sur plusieurs aspects, mais il y aurait peut-être matière à améliorer certains aspects. Autant le gouvernement veut accélérer la prise de possession, parce que dans la ligne bleue et le REM, toute la question de la loi spéciale, c'était ils veulent mettre la main sur le bien le plus vite possible pour pouvoir permettre la construction des infrastructures. Inversement, peut-être pour les expropriés, une des difficultés qu'on a, puis c'est une difficulté majeure, peut-être vous, les experts, vous avez moins vu ça, mais lorsqu'on se fait indemniser, on a une première étape, on reçoit une indemnité provisionnelle. Souvent, ce n'est pas les montants satisfaisants, mais ça, c'est une autre question. Mais lorsque c'est des montants substantiels, quand je dis substantiel, si je réclame 30 millions puis on m'en donne 15 millions, ce montant-là est substantiel. On veut pouvoir mettre la main sur ce montant-là le plus vite possible. Le mécanisme est assez archaïque. On doit aller à la Cour supérieure spécialement pour ça. On doit faire des procédures à la Cour supérieure. On doit aller voir un greffier spécial. On doit remplir des formulaires. Des fois, dans certaines juridictions, certains palais de justice, c'est excessivement long. Alors, c'est sûr qu'il y aurait matière à accélérer pour l'exproprier certains mécanismes. Donc, il y aurait des avantages. D'ailleurs, on veut et je veux personnellement avec le procureur général, on va intervenir en commission parlementaire pour protéger le droit des expropriés. C'est ce que moi je fais personnellement. Et il y aura certainement des gains à faire, mais bien sincèrement, de façon substantielle, l'exproprié est quand même bien protégé. Maintenant, la jurisprudence, ça balise bien. On verra les concepts d'expropriation, les concepts de valeur. C'est plutôt, je pense, l'expropriant, les corps publics qui veulent venir substantiellement modifier pour payer moins cher et prendre le bien plus rapidement sans nécessairement donner ou enlever les garanties premières du respect des droits de l'exproprié. Ça, c'était une des considérations majeures en commission parlementaire. On voulait empêcher les contrôles judiciaires de la loi ou des avis d'expropriation. Selon nous, c'était inconstitutionnel. Donc, c'est plutôt dans une direction que dans l'autre, mais il y aurait certainement quelques avantages, notamment sur la question de l'indemnité provisionnelle. Comme dans nos autres experts, est-ce qu'il y a des avantages à votre sens? Oui, mais écoutez, dans nos dossiers, je crois qu'il y a des enjeux qui reviennent. Il y a place à certaines améliorations, particulièrement en ce qui a trait, d'une part, je crois, au délai et de l'autre côté, au niveau des dates d'évaluation. Au niveau des délais, il y a peut-être l'avis de réserve qui m'interpelle beaucoup. On comprend que l'avis de réserve, la loi permet un 2 ans qui peut être renouvelé pour un autre 2 ans. Donc, c'est quand même 4 ans d'avis de réserve qui peut être impliqué par les corps publics. Une propriété qui est déjà construite peut quand même continuer à opérer, peut faire les réparations urgentes, mais l'article 69 de la loi nous dit quand même qu'on ne peut pas faire d'amélioration ou de construction sur l'immeuble. Donc, quand on est devant un terrain vacant, ça a un impact qui est un gel, dans le fond, sur le terrain. Et 4 ans, c'est quand même une durée importante. Je crois que ce serait possible de raccourcir les délais. On pourrait peut-être avoir une réserve d'1 an qui peut peut-être se renouveler une autre année. 2 ans en tout, mais ça ne serait pas 4 ans. Aussi, de l'autre côté, puis tu le disais très bien, Nicolas, c'est au niveau de la date, en fait, du délai qui est entre la date de l'avis d'expropriation et de l'avis de transfert. Pendant cette période-là, l'exproprié n'est pas inactif. Il est à la recherche de solutions. Si c'est une expropriation totale, il cherche à se relocaliser, un immeuble de remplacement, un autre terrain à acquérir. Et c'est une période qui est très importante. C'est une période qui ne doit pas être trop longue, je crois non plus. Dans certains cas, c'était très long. On parlait presque de 2 ans dans certaines causes. Donc, l'exproprié n'a pas nécessairement les fonds nécessaires pour aller justement saisir une opportunité d'acquérir un immeuble substitut. Donc, il y a des opportunités qui sont manquées. Puis, juste dans le coût total de l'expropriation, je pense que c'est quelque chose qui devrait peut-être avoir avantage, en tout cas, à ce que ce délai-là soit le plus court possible. Oui, puis là, tu parles du délai pour ceux qui... Donc, on reçoit un avis d'expropriation, c'est un avis qui est enregistré au titre. Donc, on voit bien qu'on va être exproprié, mais on est encore en possession du bien. Exact. Puis là, va s'en suivre une prise de possession, ou une dépossession, mais une prise de possession par le corps public. Puis là, quand tu parles de ça, moi, j'ai vu même, on a des décisions, on parle de 3 ans, 4 ans.
Et là, il y a la question du débat, combien on va indemniser la personne sur quelle date? Est-ce que c'est la date antérieure, la date ultérieure, etc.? Ça crée des injustices. Donc, ça aussi, effectivement, c'est un bon point. Fait que c'est un peu l'envers de la médaille, c'est d'avoir des mécanismes qui fait qu'on va permettre à l'exproprié de se replacer plus rapidement dans une situation favorable. Ce qui, pour moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est que la solution, souvent, c'est une solution pratique dans les faits, dans le contexte d'un dossier. Ce qu'on veut des corps publics, c'est qu'il y ait plus vite, qu'il donne l'argent plus vite pour que l'exproprié se retrouve un bien de substitution, ce qui va faire en sorte qu'il va subir moins de dommages. Parce qu'on a des grands débats de dommages où finalement, c'est que mon bien qui valait 10 millions il y a 3 ans en vaut 15 aujourd'hui, mais tu me donnes 10 millions d'il y a 3 ans, plus des intérêts, ça me donne 12. Mais là, moi, je ne peux pas me racheter un bien à 15 millions. Alors, j'ai un 3 millions de dommages en plus que je vais te demander de me payer. Puis, on a eu des gains de cause dans des décisions récentes là-dessus. La Cour dit oui, effectivement, c'est un dommage. Donc, vous allez payer le 15 millions. Puis là, les corps publics sont comme, ben, on avait planifié 10 millions. Puis là, ben, oui, mais le délai a passé, ça coûte plus cher, etc. Moi, je pense qu'une des solutions pratiques, comme j'avais dit en commission parlementaire, c'est que on est dans le déploiement des procédures d'expropriation de plus grande efficacité. C'est pas une question de normes ou de règles ou de loi, mais c'est une question d'exécution. Parce qu'effectivement, on est très, très lent. Et donc, est-ce que la loi pourrait resserrer les délais ou pénaliser l'expropriant qui prend trop de temps, ce qui l'amènerait peut-être à être meilleur sur les délais? Puis, il y a toute la question aussi, le délai devient encore plus important lorsqu'il y a un résidu. Et là, c'est tout le potentiel de redéveloppement de ce résidu-là ou l'impact sur le résidu, dépendamment de s'il y a une exploitation sur le site même qu'on exproprie. Fait que le délai vient avoir un impact beaucoup plus important. Tu as raison, Brian, parce que si vous prenez l'exemple, tout le monde connaît, mais le REM, dans le segment ouest, a pris tous les bords de terrain, là, si vous allez sur la 40 ouest, puis tous les dossiers qu'on a, j'en en a plusieurs, c'est tout ça, là, c'est pas tellement la bande de terrain qui est expropriée, c'est quel est l'effet sur le résidu, donc le reste du terrain. Puis là, ben, on est pris dans des procédures d'expropriation. Il y a des incertitudes sur le développement. Et là, ça cause des dommages importants. Souvent, les dossiers, c'est 90% des dommages et 10% de la valeur du bien. Là. On le voit dans le dossier que Julie et moi, on a présentement. C'est un des propriétaires qui est exproprié dans le contexte du REM. Donc, effectivement, le résidu, je pense on a vécu, je le vis pour des locataires du centre d'achat qui a été exproprié totalement, ceux qui ont suivi l'actualité, le boulevard, donc c'est le centre d'achat qui est sur P9 Jean Talon. Le tribunal a forcé une expropriation de l'ensemble du centre d'achat. Je sais qu'il y a peut-être des avocats de la STM ici, j'en ai vu un en tout cas. Mais donc, c'est un grand débat à savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans ces circonstances-là pour éviter ça, jusqu'où on peut... Ces questions-là pourraient être améliorées par la loi, mais moi, je reste à penser qu'il y a une question d'exécution aussi dans les faits. Donc, c'est pas une solution légaliste, mais c'est une solution plus dans qui fait les expropriations, comment on peut les gérer, que ce soit plus efficace. Donc, c'est des sujets qui sont quand même légitimes et d'actualité, mais là, ce qui vient frapper, puis je pense qu'il peut être d'intérêt pour tout le monde ici aujourd'hui, c'est ce que les corps publics demandent et ce que M. Legault a dit comme étant des modifications au concept de valeur. Et là, ça touche, selon moi, les concepts de droit de propriété et la Constitution canadienne, la Constitution québécoise, jusqu'à un certain point. On peut en débattre, mais jusqu'où on peut venir amputer le droit de propriété, qui est quand même le fondement de notre société, là, on ne se le cachera pas. La moitié de notre richesse collective, c'est le foncier. Puis, globalement, de notre État québécois ou canadien, c'est moitié de notre richesse, c'est dans l'immobilier. Globalement. Donc, est-ce qu'on peut venir permettre d'amputer sérieusement sur des concepts de droit de propriété? Ce qui nous amène, puis tu le dis, Nicolas, là, une fois qu'on a fait ces réflexions-là, de façon plus précise, ce qu'on entend dans les journaux, c'est que le législateur pourrait revisiter 2 concepts de base qui sont l'usage le meilleur et le plus profitable et la valeur marchande, la valeur au propriétaire, la valeur foncière. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, panélistes, de ces modifications possibles? Puis, Brian, tu pourrais peut-être bien expliquer. Julie et Brian, c'est des concepts. Le concept de l'usage le meilleur, le plus profitable, il faut le comprendre quand on fait l'expropriation. C'est le gros bon sens aussi. Là. Quand on se fait exproprier un bien, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire ou qu'est-ce que je peux faire de plus profitable avec le bien dans un horizon raisonnable. Et tous les dossiers compliqués, ce pas les dossiers où l'usage actuel est l'usage le meilleur, le plus profitable. C'est une activité industrielle active.
ben, c'est la valeur de ce que je fais présentement. Ça va. C'est souvent des terrains à développer. Donc, j'ai un terrain vacant. C'est clair que c'est pas le fait d'être vacant qui est l'usage profitable. C'est un usage projeté. Puis là, c'est là qu'entre en ligne de compte, notamment le travail des urbanistes. Dans tous les dossiers, les évaluateurs sont là pour débattre de cette question-là. L'importance de l'évaluateur est fondamentale sur la question, Julie. Donc, ce concept-là, pour nous, est assez clair. Difficilement comment on peut remettre en question, sincèrement, ce concept-là. Il va de soi que l'exproprié n'a pas choisi de transiger. Une expropriation, on ne choisit pas. Je n'ai pas volontairement voulu vendre mon bien dans un marché libre. Je suis obligé de vendre le bien à l'État ou à la municipalité. Donc, si on me force à transiger aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux avec ce bien-là? C'est le départ de l'analyse en matière d'évaluation. Là, ce qu'on comprendrait, là, moi, j'ai gradé en fonction des commentaires que j'ai eus de la CMM, de certains maires qui ont fait des déclarations publiques, de l'État québécois. Il y a plusieurs choses qui ont été dites, n'est-ce pas? On veut changer le concept de valeur, ça c'est une chose. On en reparlera dans quelques minutes, mais on veut changer aussi le concept d'usage meilleur, de profitable en misant non pas sur ce que l'exproprié peut faire de mieux avec le bien, ce qui est légitime, c'est ce qu'il avait entre ses mains avant d'être exproprié, mais ce que le corps public veut faire avec le bien. Là, si vous essayez de comprendre ce qui se passe, c'est comme si on nous dit ce qu'on va établir la valeur selon l'usage qui va être fait par la ville du bien. Alors, j'ai un terrain pour faire un développement de 2000 unités, ça vaut 100 millions, mais la ville veut faire un parc, donc on va établir la valeur selon l'usage parc. Donc, ça ne vaut pas 100 millions, ça vaut 2 millions. Donc, c'est aussi drastique que ça. Donc, quelle est l'importance de l'usage meilleur profitable dans les dossiers selon votre expérience? Puis, qu'est-ce que ça voudrait dire de remettre en question ce concept-là? Dans le fond, vous en parliez tantôt, là, les villes, de plus en plus, on les voit, tout le plein potentiel de développement, on ne le retrouve pas au règlement de zonage. C'est pas là qu'on le retrouve. Souvent, on modifie le VMAD, on modifie le schéma d'aménagement, le plan d'urbanisme ou le PPU, mais tout ça ne se reflète pas dans un règlement de concordance et donc dans un règlement de zonage. Autrement dit, l'horizon du plein potentiel d'un terrain, souvent, on va le retrouver soit dans un plan d'urbanisme, soit dans un PPU, soit dans le schéma. Pas toujours au niveau du règlement de zonage, parce que les villes, de plus en plus, veulent se conserver un levier pour négocier projet par projet, être capable d'imposer un peu leur vue et conditions sur les projets de développement immobilier à venir dans un secteur donné. Donc, modifier tous les grands outils de planification, que sont le plan d'urbanisme, schéma, PPU, mais dans le zonage, on vient downzoning, si vous voulez, le plein potentiel, obligeant le requérant à faire une demande de modification de zonage et là, négocier avec la ville. Donc, si on vient limiter le meilleur usage profitable au seul règlement de zonage, on va passer outre vraiment au plein potentiel de développement d'un terrain. Quand on fait des analyses d'acquisition de due diligence, on réfère à ces outils-là. Parce que la ville, on est capable de répertorier des modifications de zonage ou des PPC-mois qui ont été faits dans les 6 mois, 12 mois précédents dans le secteur environnant, de voir l'ouverture de la ville à modifier ses propres outils urbanistiques pour du développement de plus haut potentiel. Donc, l'accès et la référence à ces outils de planification-là est essentiel. Et de venir limiter au seul règlement de zonage, c'est clair qu'on va vouloir limiter l'indemnité à verser aux propriétaires si c'est dans cette direction-là, ça s'en va. Exact. Puis, c'est quoi l'importance pour un expert de l'usage profitable? Comment vous travaillez avec ça? Puis comment vois-tu, Julie, le fait de vouloir sérieusement limiter ce concept-là dans les dossiers d'expropriation? Bien, en ce moment, on travaille beaucoup dans l'optique de discerner qu'est-ce qui est une simple possibilité, qu'est-ce qui est la probabilité la plus élevée. Là, je suis vraiment dans un contexte de valeur au propriétaire. Si on veut juste établir les concepts de base, là, a priori, on n'est pas dans un contexte de valeur marchande là, que la plupart des gens sont familiers avec. Est-ce qu'on avait une diapo avec la définition? On t'a mis tes concepts.
Donc là, tu distingues, pour parler de l'usage même profitable, tu parles de la distinction entre la valeur au propriétaire. Peut-être de ce que les gens connaissent le plus, dans le fond, dans leur vie de tous les jours, c'est la valeur marchande. C'est le prix le plus probable sur un marché ouvert. Les gens ne sont pas forcés d'acheter ou de vendre. Les gens sont informés, etc., etc. Donc, c'est vraiment le contexte de valeur marchande auquel on est habitué. Ça, c'est la base. Quand on fait une évaluation immobilière, pour toutes sortes de raisons, dans un contexte d'acquisition ou de financement, c'est les règles du jeu qu'on utilise, c'est ce qu'on regarde. C'est sûr qu'en termes de zonage, on a souvent des conditions qui peuvent être imposées là, au niveau des prêts. On va nous demander de ne pas nécessairement faire d'hypothèses à ce niveau-là. On peut être limité au zonage par les hypothèses qu'on met au rapport également. Donc, mais qu'est-ce qu'un acquéreur potentiel prendra en considération? Comme Brian le disait, tout dépendamment du niveau d'avancement réglementaire, si c'est assez probable, on n'est plus dans la possibilité non plus, on n'est peut-être plus dans la spéculation non plus. Donc, ça peut rentrer dans certains concepts de valeur marchande tout en mettant les hypothèses appropriées dans nos rapports. Ouais, pour être clair, possible, probable, là, pour les avocats qui cassent la tête là-dessus, mais possible serait peut-être moins que 50 %, pas probable, c'est 50 % plus. Un peu comme la fardeau de preuve sur la balance des probabilités. Donc, on prouve quelque chose à la cour en matière civile, je ne parle pas en matière criminelle. En matière civile, on le prouve par la balance des probabilités lorsque c'est 50 % plus. Ça n'a pas besoin d'être 95 %, ça a besoin d'être plus probable que moins, donc plus 50 %. En évaluation, si le zonage n'est pas là, on va mettre une hypothèse extraordinaire dans le rapport. C'est toujours pour expliquer, quand je fais l'expropriation, puis on regarde avec Brian va simuler le développement. J'ai une propriété qui est expropriée. J'étais où dans la phase de développement, puis il va regarder avec moi de 3 à 5 ans qu'est-ce qu'elle allait avoir sur cette propriété-là en toute probabilité. On peut se débattre si c'était probable ou pas. Mais si j'avais un développeur aguerri qui a acheté un terrain, qui avait un schéma d'aménagement qui sollicitait un développement, qui était à côté d'une gare, qui prévoyait éventuellement ou présentement un nombre d'hectares, de logements à l'hectare minimal, tous les indices vont être regardés, n'est-ce pas, pour simuler dans le temps un développement. Puis quand on dit court terme en immobilier puis moyen terme, c'est pas 6 mois, 1 an. Je dirais court terme, c'est 1 an ou 2, puis moyen terme, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand c'est plus que 5 ans, on commence à parler d'une difficulté de démontrer une probabilité parce que c'est trop loin dans le temps. La Cour va devenir sévère avec nous. Mais tout ça est en toute équité pour l'exproprié, qui se fait exproprier, disons, 1 million de pieds carrés à développer. On va regarder, on va simuler. Puis si l'évaluateur estime qu'il y a une probabilité, effectivement, que sur 3 à 5 ans, selon l'expert en urbanisme, on aurait fait un développement, mais il va calculer, n'est-ce pas, la valeur en fonction de ce potentiel-là. Allons peut-être dans la définition de la valeur au propriétaire pour faire un parallèle avec ce qu'on vient de dire. C'est justement que, dans le fond, le moment où le propriétaire est dépossédé de son bien, il ne l'a pas choisi. Puis c'est peut-être justement de là que vient l'intention de considérer autre chose que le zonage strict en place à la date. Parce qu'on peut être peut-être, comme tu disais, à 95 % de probabilité que ça se réalise. On peut être à différentes étapes du processus. Puis ces définitions-là, c'est toujours des balises intéressantes, mais on n'aurait pas besoin d'experts de faire des débats puis de passer en cours si c'était toujours clair. Il y a du cas par cas, puis au niveau de l'approbation réglementaire, on peut être peut-être à une extrémité du spectre, à une simple annonce du maire, et on peut peut-être aussi être rendu à l'étape où il reste juste à arrimer le zonage. Donc, quand on va évaluer la propriété, c'est sûr et certain qu'on va regarder on est où dans le processus. Puis dans les cas complexes de grands terrains développables, on collabore étroitement avec les urbanistes. C'est une collaboration qui est nécessaire pour assister l'évaluateur à déterminer lui-même, en collaboration avec l'urbaniste. Non, puis pour vous montrer l'ampleur, là, ça, c'est le mécanisme général, usuel, qui est plus flexible en expropriation qu'en matière de valeur marchande. On est vraiment où on se met dans la peau de l'exproprié, légitimement parce qu'il est forcé de transiger, selon moi. Là, on nous annoncerait qu'on ne regarde pas du tout ça, mais qu'on regarde ce que l'expropriant tente de faire avec le terrain. Alors là, pour moi, c'est même pas une question de gradation ou de nuance, c'est ce qu'on vient de dire depuis 5-10 minutes. C'est une question d'une autre façon de voir. Ce qui est d'ailleurs, puis je vous le dis, pour avoir regardé à peu près tous les arrêts de la Cour suprême en matière d'expropriation, même de la Chambre des Lords, jamais dans l'histoire canadienne, même dans l'histoire anglaise, depuis les Stuart, n'a-t-on vu un législateur venir prévoir qu'il allait exproprier sans compensation. D'ailleurs, il y a des arrêts classiques du début du siècle, du 20e siècle, où on disait que dans des contextes de guerre, on avait saisi des immeubles, des choses très légitimes en termes d'utilité publique.
il fallait quand même compenser. C'est pour moi la pierre d'assise de notre système. Et depuis longtemps, depuis 100, 150 ans, on dit non, on ne peut pas regarder ce que l'expropriant va faire avec le projet. On regarde ce que l'exproprié allait faire avant de se faire exproprier. Alors, tout ce qu'on vient de dire serait comme complètement, à mon avis, aboli si on disait, on regarde ce qu'on veut faire. Ce que je veux faire, c'est un REM, c'est une chose. Ce que je veux faire, c'est préserver un terrain. Alors, si je te disais, ce qu'on regarde, c'est la préservation du terrain pour fin de parc, est-ce que ça changerait quelque chose dans notre analyse? Je vais poser la question sans y répondre peut-être, mais pour nous, ça voudrait dire que tout ce qu'on dit là n'est plus utile ou nécessaire. On renverserait l'équation pour dire que finalement, on doit à peu près rien. Qu'adviendrait-il des définitions de valeur aux propriétaires? Parce que dans la définition de valeur, on a ici deux choses qui nous distinguent beaucoup de la valeur marchande. On a une indemnité principale qui se rapproche souvent de la valeur marchande, malgré que les considérations d'utilisation la meilleure et la plus profitable soient souvent élargies, comme on vient de l'expliquer. Mais il y a aussi toute la notion de dommage qui fait partie de la valeur aux propriétaires. Puis je pourrais donner un exemple où on avait une propriété justement adossée au REM qui perdait une simple bande de terrain dans la cour arrière. C'était une propriété industrielle et les camions de 53 pieds étaient plus capables de faire les virages dans la cour en arrière. Alors, ce qu'on perd, en fait, de valeur au pied carré de terrain n'a rien à voir avec le dommage subi qui peut mener, en fait, à une incapacité complète d'exploiter sur le terrain résidu. Donc, c'est important que ça aussi, ces considérations-là, on continue de les considérer dans la valeur aux propriétaires. Exact, exact. Brian, toi, comment tu vois ça si on changeait les règles du jeu? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de toi qui accompagnes des promoteurs, des développeurs qui achètent des propriétés, qui font leur due diligence, leur vérification sur la base réglementaire? Qu'est-ce que ça voudrait dire en termes d'équilibre de marché ou de... Lorsqu'on nous approche, dans le fond, ce qu'on nous demande, c'est quel est le best use value qu'on pourrait faire sur cette propriété-là. Et en référant à tous les outils de planification, on regarde le potentiel de planification, de développement de la propriété et on est capable d'évaluer après cela, avec l'expropriation, que ce soit en partie ou en totalité, le avant et après. Donc, finalement, avec un scénario de plein développement, selon les outils de planification, et dans les cas où c'est une partie de ta propriété qui est expropriée, là, on est capable de simuler un développement résiduel de la partie résiduelle de la propriété. Et ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que, on parle du REM, là, mais le REM n'était dans aucun outil de planification, n'était pas inscrit dans aucun outil de planification. Fait que la réglementation municipale n'était pas nécessairement adaptée à. Donc, quand on essaie d'évaluer vraiment le plein potentiel et l'impact sur le résidu, il faut nécessairement regarder à une plus grande échelle aux outils de planification pour être capable d'établir ces valeurs-là. Si on le regarde juste à la valeur au zonage comme tel, on donne pas... c'est impossible d'arriver à établir une valeur qui soit juste du plein potentiel de cette propriété-là avec les seuls outils d'urbanisme, surtout quand ils n'ont pas été conçus et adaptés en fonction des infrastructures de transport au niveau de l'expropriation. Exact. Puis juste pour rappeler, on ne regarde jamais ce que l'expropriant va faire avec le bien, que ça soit négatif ou favorable. On n'a pas le droit en expropriation d'aller chercher la bonification qu'une infrastructure comme le REM peut amener à... Ça vient avec des taxes aussi, mais ça fait que c'est pas une taxe, mais des compensations, peu importe, mais on n'a pas le droit non plus de venir bonifier la valeur que va procurer l'effet de l'expropriation. Ça, c'est balisé depuis 100 ans dans la jurisprudence. Là aussi, je demeure très sceptique. Pour en parler à des juges administratifs, eux-mêmes sont sceptiques de ce genre de réforme-là qu'on pourrait avoir. Je terminerai quand j'entends certaines personnes dire qu'ils voudraient plutôt la valeur marchande versus la valeur au propriétaire. Si on met de côté l'usage le meilleur des profitables, si on gardait le même concept, j'anticipe qu'on va garder le même concept parce que ça serait trop radical comme réforme. Mais si on venait réformer seulement pour dire, puis ça c'est ce qui a été dit le plus, le mainstream, c'est de dire on va oublier la valeur au propriétaire, on va compenser ces promoteurs-là avec la valeur marchande. Les gens ont l'impression qu'ils vont faire un gain, que ça va coûter moins cher. Jusqu'où il y a vraiment une différence, Julie, puis là, je te pose la question, entre
présument qu'on garde le même usage. Donc, on a un développement qu'on pourrait faire, mais je te demande de plutôt me faire une valeur marchande qu'une valeur au propriétaire. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence? Quand j'écoute les maires qui souhaitent voir la réforme, ils voient là-dedans une économie grande échelle. J'ai des doutes, moi, sur est-ce qu'il y a une grande nuance entre une valeur marchande et une valeur propriétaire du point de vue de la valeur du bien, non pas des dommages. Là. Ouais, comment on peut expliquer l'écart entre les deux? Parce que moi, je pense que les gens ne sont peut-être pas bien informés de ce que ça donnerait dans les faits. La valeur spéciale, souvent, elle est placée avec l'indemnité principale. Donc, il peut avoir une valeur qui est subjective ou spécifique à l'exproprié qui fait partie de l'indemnité principale dans certaines circonstances. Comme on dit, on regarde un cadre également qui est élargi pour lui mettre dans l'indemnité principale dès qu'on est dans la valeur au propriétaire. Pour ce qui est de la valeur marchande, selon moi, c'est d'autres considérations. Et c'est vrai que ça peut être proche, mais ce qui est peut-être, en tout cas, ce qui va être le plus lourd d'impact, c'est si on ne considère pas certains postes de dommages, qui sont souvent la partie la plus importante de la réclamation. Exact. Donc, c'est plutôt... Donc, il y a deux notions en expropriation de la valeur du bien. Combien valait le pied carré qu'on a exproprié, puis quelles sont les conséquences, tous les dommages. La Cour suprême était claire. Tous les dommages doivent être compensés de façon très large et libérale. Mais si je reviens sur la question, parce que je regardais des grands terrains qui vont être expropriés, où on dit en valeur au propriétaire, c'est 100 millions de dollars, je penserais que la valeur marchande de ces biens-là, juste pour le terrain, sans parler des dommages, ne serait pas nécessairement radicalement moindre que la valeur au propriétaire, dans la mesure où c'est le même UMEP, le même usage de manière le plus profitable. Puis je donnais toujours l'exemple concret, on me disait, ouais, mais c'est quoi vraiment la différence entre les deux? Puis là, je sais que t'es peut-être pas, je suis un peu grossi dans ce que je dis comme avocat versus les évaluateurs, mais je donnais toujours l'exemple de dire, si j'ai 10 comparables assez bons pour dire, voici la valeur du bien, les comparables, c'est d'autres propriétés similaires. Si je suis en expropriation, je vais prendre vraiment le meilleur des 10. Puis je vais aller chercher le plus élevé du comparable le plus élevé, parce que j'ai légitimement le droit à la valeur la plus élevée démontrable, la valeur marchande la plus élevée démontrable. Si je suis sur une valeur marchande, je vais faire une moyenne peut-être des 10. Fait que ça va faire fluctuer, ça peut faire fluctuer de 10, 20 30 la valeur. 30 de 100 millions, ça peut être énorme, mais encore là, ça ne sera pas un dixième de entre la valeur marchande et la valeur au propriétaire. Il peut y avoir des fois des écarts qui sont modeste ou mineur. 10 pour moi, c'est pas non plus catastrophique. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je pense qu'on comprend mal dans les médias quand on nous dit « Ah, la valeur marchande va nous sauver versus la valeur au propriétaire ». J'ai des doutes, moi, là-dessus. Je ne sais pas si tu partages du point de vue de la valeur du bien, Julie. Est-ce que tu partages cette opinion? Oui, effectivement. Je ne crois pas que c'est cet aspect-là qui va faire la plus grande différence sur le montant total de l'indemnité. Exact. Là où je pense que les gens doivent comprendre, c'est les pertes de profit. Là, on tomberait, puis on n'a pas un expert comptable pour nous parler de ça aujourd'hui, mais là, par contre, le développeur qui avait une expectative de profit au-delà du terrain, qui lui prend beaucoup de valeur juste avec un développement anticipé, là, si j'ai des pertes de profit de construction, là, si j'ai des pertes de profit là, de l'entreprise de développement que j'allais faire, de la vente d'unités éventuellement, etc., là, par contre, on pourrait voir des limitations substantielles arriver. Là, ça se questionne. Là, moi, on peut débattre de la légitimité, même de la légalité ou pas de ça. Et là, il pourrait y avoir des écarts, je pense, substantiels, parce que le promoteur perd non seulement la valeur du bien, mais il perd aussi des profits. Puis ça, de toute manière, sachons-le, c'est déjà pas évident de faire la démonstration de ça devant le tribunal. C'est toujours la partie qui est la plus difficile à aller chercher. Exactement. Donc, est-ce que le législateur pourrait vouloir limiter le type de profit? C'est une question qu'on peut se poser. Souvent, c'était octroyé, en tout cas de ma compréhension de la jurisprudence, puis je suis certaine que tu le sais plus que moi, que c'était octroyé quand on avait des propriétés qui étaient très particulières, qui étaient vraiment dans un secteur où il n'y avait pas d'autres terrains similaires disponibles pour un projet de développement. Mais je me disais justement, en observant le marché, on commence à voir une rareté de grands emplacements développables à proximité des pôles, des grands centres. Est-ce que ce qui était, dans le fond, peut-être un dommage qui était octroyé de façon plus exceptionnelle, si on regarde en avant, est-ce que ça va devenir la norme? Est-ce quand on a un grand emplacement vague, est-ce que c'est pas rare aujourd'hui, quand on est à proximité, par exemple, d'une gare? Et aussi, même si c'est un emplacement qui est très grand, il y a toutes les possibilités d'économie d'échelle dans le développement, qui fait en sorte que c'est pas évident pour un exproprié de refaire cette situation. Surtout qu'il y a des grands propriétaires fonciers qui conservent
ces propriétés-là de génération en génération, justement pour aller chercher et maximiser cette valeur-là. Ce ne sont pas des gens qui sont pressés et obligés de développer demain matin. Ils cherchent l'opportunité, la bonne opportunité de développer leur propriété. Donc, de se retrouver dans cette situation-là, une fois exproprié, pour retrouver un autre terrain de ce genre-là, ça va être très difficile aussi. Comment on quantifie l'indemnité pour ces gens-là? Exact. Exact. Donc, si on veut toucher à ça, là, c'est une autre paire de manches. Donc, on ne vient pas nécessairement amputer la valeur du bien, le pied carré exproprié, mais on viendrait diminuer la capacité d'une personne d'être compensée pour des pertes de profit légitimes qu'il aurait fait. Puis une des grandes questions qu'on a eues, puis ça me fait penser à des débats, je regardais une décision récente de prolongement ici de l'extension du Palais des Congrès. Il y a une décision très importante où on allait allouer les pertes de profit de construction. On a une compensation, je pense, de 10 millions de dollars plus pour des délais là, indus entre la prise de possession, entre l'avis d'expropriation et la prise de possession. Et ce genre de terrain-là primé au centre-ville, est-ce que je peux vraiment replacer quelqu'un pour retrouver un ensemble immobilier? Ça coûte très, très, très cher à acquérir ces biens-là. Je suis d'accord avec toi. Donc, ça devient encore plus criant que ces terrains-là stratégiques pour les promoteurs qui sont aussi peut-être des espaces qu'on veut conserver légitimement, tout à fait légalement, que ça soit encore plus préjudiciable parce qu'on ne peut pas retrouver un bien de substitution. Ça, c'est une des choses que qui est, à mon avis, très difficile pour l'État de comprendre. C'est des avocats de ville ou dans la salle, mais c'est le délai par lequel aussi on peut refaire notre situation. Parce que je pense que les gens, comme on voyait dans la décision en matière de PIA, on disait, nous, les considérations de profitabilité, c'est pas important. Oui, ça l'est. Et les considérations dans quel délai je peux refaire ma situation. Parce que si un corps public m'offre le lendemain matin d'une expropriation un terrain similaire en me disant, regarde, je vais te donner ça, qui est à peu près similaire, tu peux faire tes profits sur ce terrain-là. À mon avis, il y a beaucoup plus de légitimité de dire je ne te dois pas de perdre de profit parce que tu peux les faire ailleurs de façon rapide. Si tu me dis 5 ans plus tard, voici un terrain que tu peux acheter pour refaire ta situation, si quelqu'un a fait des affaires 5 ans plus tard, j'aurais fait déjà mes profits et j'aurais engrangé et j'aurais réinvesti ces profits-là dans d'autres projets alors que je n'ai pas perdu définitivement mes profits. Tout ça va être regardé de près, je pense, par le gouvernement, jusqu'où on indemnise les pertes de profit ou pas. Et ça pourrait changer notre travail au tribunal administratif. Ou ça pourrait, puis là, Guillaume, je te pose la question à toi, d'un point de vue administratif, crois-tu qu'il y aurait des recours possibles si jamais il y a une réforme? Qu'est-ce qui peut arriver au niveau légal sur la légalité de ces dispositions-là? Bien, c'est sûr que ça va être très compliqué. Hein. Le cadre constitutionnel canadien, contrairement aux États-Unis, ne reconnaît pas le droit de propriété comme un droit constitutionnel. C'est une valeur sous-jacente que la Cour suprême nous a dit, mais ce n'est pas aussi évident que cela que c'est protégé par la Constitution. Donc, on va devoir regarder à quel point le texte est clair et exprime la volonté de l'Assemblée. Oui, ça c'est vrai. Donc, c'est un amendement constitutionnel américain, le droit de propriété est protégé, quoique c'est une question d'État par État. En droit canadien, on n'a pas de disposition qui a codifié. On a fait le choix de ne pas codifier le droit de propriété. Par contre, ceux qui ont fait un peu de droit, il y a pas mal de juristes dans la salle, l'arbre constitutionnel vivant, là, dont on parle en première année de droit, est-ce que ça ne serait pas implicite le droit de propriété dans notre Constitution d'un point de vue général? C'est un droit fondamental, je pense. Guillaume, tu me citais la Cour suprême dans l'affaire Lorraine, dans les premiers paragraphes, qui rappelle l'importance du droit de propriété dans notre société démocratique. Je suis à penser, et je suis certain qu'il y aurait plusieurs personnes qui voudraient challenger la légalité de cette disposition-là et qu'on aurait des débats constitutionnels devant la Cour. Puis je pense que ça pourrait monter à la Cour suprême parce que, comme j'ai dit, puis je suis convaincu d'avoir jamais vu depuis 300-400 ans d'histoire de droit, même en droit anglais, qu'un gouvernement se permette de ne pas indemniser suite à une expropriation. Est-ce qu'il peut le faire politiquement? C'est la question qu'on pourrait se poser en droit. Jusqu'où le gouvernement actuel veut rentrer dans des débats comme ça? C'est une autre question aussi. Mais il faut comprendre qui est en demande ici. Là. Ce sont les corps publics, ce sont les municipalités qui sont en demande de cette réforme-là, quelque part, pour réduire la facture. Donc, ça va être vraiment... j'ai bien hâte de regarder vers où le gouvernement va aller dans cette direction-là, mais l'objectif premier, c'est de trouver un chemin pour réduire la facture aux municipalités pour des fins publiques. Municipalités ou organismes publics
Donc, ça va être, quelque part, ils vont vouloir réduire la facture. Exact. Puis, je me permets de lancer dans tout ce débat-là, puis pour ceux qui protègent l'intérêt des promoteurs, puis de votre expérience, vous avez travaillé les deux avec des promoteurs aguerris. Les promoteurs sont souvent très prêts à faire des concessions importantes en termes de cession d'espace vert et tout ça. Puis je me posais la question si, justement, la solution n'est pas nécessairement légale, mais plutôt dans des négociations plus équilibrées. On a des promoteurs qui sont prêts à céder 50% de leur propriété à des fins d'espace vert dans certaines circonstances. Ils sont rares, ceux-là. Ils sont rares. Mais on en connaît sur un. Des grands espaces, j'en connais un. Alors, et là, je donne l'exemple extrême parce que ce n'est pas... La loi prévoit 10% de fin de parc. Ouais. Mais je veux dire, on a de plus en plus des promoteurs qui sont prêts à essayer de concilier les intérêts publics et les intérêts privés. Est-ce que ça ne serait pas plutôt le chemin à emprunter? C'est une question qu'on peut se poser au-delà du droit parce que moi, je ne vois que des écueils juridiques importants si on vient toucher à la question de valeur aux propriétaires ou même valeur marchande. Parce que, comme on a dit d'entrée de jeu, c'est pas juste la valeur marchande, c'est valeur marchande pour un usage qui n'est pas le mien, qui est un usage qui est celui de l'État, qui peut être complètement pas profitable, en fait. Puis une infrastructure de transport, c'est une chose, mais une conservation d'un terrain, ça vaut pratiquement quoi? Je dis pratiquement rien pour un propriétaire. C'est des compensations. Et d'autres personnes nous disent on devrait payer le coût d'acquisition du terrain. Alors, je l'ai acheté 10 millions il y a 3 ans. Je te redonne 10 millions 4 ans plus tard. Qu'est-ce que tu penses comme évaluateur que ça vaut, ça? Il peut y avoir toutes sortes de considérations qui ont mené à ce prix d'achat-là. Ça ne veut pas dire qu'au moment où est-ce que la personne reçoit le 10 millions, qu'elle est capable de refaire sa situation à ce prix-là. Puis comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de qu'est-ce qu'il y a de disponible, là? D'indemniser juste la valeur, mettons, juste à la hauteur de la valeur marchande. À la limite, si j'ai une abondance d'emplacements vacants disponibles à l'acquisition, peut-être que les démarches ne seraient pas énormes. Mais si, justement, il y a une rareté, bien là, ça ne fonctionne plus. Ouais. Non, parce que tu rappelles qu'un exproprié doit pouvoir refaire sa situation. Absolument. Je trouve que dans le débat public, on oublie, c'est comme si on avait un nombre de terrains infini à développer. Je pense qu'on peut le dire, Brian, il y a de moins en moins de terrains stratégiques qu'on peut développer. Et en même temps, je comprends qu'on veut les protéger, ces terrains-là, dans certaines circonstances. Donc, il y a une croisée des chemins entre les intérêts publics et privés. Là. Oui, puis les terrains qui sont sur le marché sont des terrains qui sont très coûteux à redévelopper. Souvent sont contaminés, souvent ils n'ont pas les capacités d'infrastructure pour desservir ces terrains-là. Il y a des processus de modification de zonage à mettre en place pour se retrouver dans la situation dans laquelle l'exproprié se retrouvait. Donc, il y a beaucoup d'aléatoires, il y a beaucoup de dépenses pour être capable de se retrouver dans une situation pré-expropriation, laquelle était souvent très bien localisée, à proximité des services, avec des capacités d'infrastructure adéquates. Ces éléments-là, puis on se retrouve dans une situation où les villes ont des capacités de plus en plus limitées à investir dans les infrastructures. Donc, on ajoute des délais pour le redéveloppement de ces propriétés-là additionnels. Donc, ça devient très complexe de se relocaliser dans des conditions comparables. On parle beaucoup de dommages, de perte de profit de développement. Puis si je peux peut-être faire un peu le balancier ou l'avocat du diable. Pas le droit de faire ça. Non, je sais pas. Julie, il faut que je vous dise. Julie, ceux qui sont dans le monde municipal, vous fermez vos oreilles. Julie, un plaisir de faire l'avocat du diable dans nos dossiers. Alors, Julie, on t'écoute. Je crois aussi, là, en tant qu'évaluatrice, puis de ce que je vois au niveau des réclamations, il faut pas non plus que faut que la réclamation se colle à la réalité. Ouais. Quand on fait une projection avec un cash flow, puis les pertes de profit, il faut pas que ça ait comme impact d'aplanir toutes les difficultés que le développeur aurait pu rencontrer et le risque qui est associé à un projet. Parce que quand on réclame le fait accompli, c'est comme si on évacue toute cette notion-là de risque. Donc, il y a une question de raisonnabilité aussi, là, je crois, là-dedans. Oui, puis tu as tout à fait raison, là où on doit être sévère, puis je pense que le tribunal l'est, mais pourrait l'être encore plus, c'est par moment, si on veut vraiment donner suite à ce que tu dis, c'est le taux d'escompte, le taux d'actualisation, peut être beaucoup plus sévère sur le niveau de risque. Parce qu'effectivement, il faut le dire, si je planifie sur 3 à 5 ans,
j'ai peut-être un niveau de risque plus élevé que ça ne se produise pas pour des raisons de marché, non pas pour l'expropriation. À ce moment-là, ce qu'on viendrait faire, c'est corriger les taux d'actualisation pour que les montants reflétés de dommages qui vont être octroyés à l'exproprié soient ajustés en conséquence du risque. Alors ça, pour moi, c'est là que vient se corriger. Ce que le gouvernement nous dit là, c'est plutôt d'abolir les postes de dommages. C'est une autre question. Entre l'abolition et le resserrement de la question, d'être plus sévère sur quel type de dommage peut octroyer jusqu'à quel montant. Puis on le sait tous que si j'actualise mes montants avec des pourcentages, je fais varier quelques pourcentages de taux de risque supplémentaires, puis ça réduit considérablement les montants octroyés. C'est vrai, c'est un bon point, Julie. Est-ce que je peux peut-être juste parler rapidement de la valeur réelle, parce qu'on entend beaucoup là, les concepts de valeur foncière revenir à l'ordre du jour de temps en temps quand on parle d'indemnité ou de valeur, justement, dans un contexte d'expropriation. La valeur réelle, elle est soumise, dans le fond, à la loi sur la fiscalité municipale. Elle a ses propres articles de loi qui définissent comment on la détermine. L'unité d'évaluation, quand on la porte au rôle, bien, on a une idée à peu près raisonnable là, de l'état de l'unité. Ce n'est pas une excellente connaissance de l'unité, ce n'est pas une bonne connaissance de l'état de l'unité d'évaluation qu'on a. C'est une connaissance qui est raisonnable. Il n'y a pas de due diligence qui sont faits à chaque fois qu'il y a une propriété qui est portée au rôle. Également, bien, la date, on le sait, souvent est dans le passé, 1er juillet, deuxième exercice précédent, la date d'entrée en vigueur du rôle. Et également, même quand on regarde les revenus en place, au niveau de la loi sur la fiscalité municipale, c'est même pas ça qu'on regarde souvent. On va regarder les revenus marchands. Donc, on ne peut pas prendre la valeur foncière, la valeur réelle pour estimer une indemnité dans un cas d'expropriation. Puis, je pense que ça serait préférable d'écarter cette notion-là du débat parce que ça ne sert qu'à établir équitablement la base de la taxation municipale et ça ne devrait pas servir à d'autres fins. Oui, ça, c'est l'autre question. C'est de dire, on prend la valeur au compte de taxes. Puis, on le sait tous, un terrain vacant peut avoir une valeur 10 % de sa valeur marchande, de sa valeur au propriétaire, au compte de taxes, pour différentes raisons. Ça serait une autre avenue qui, à mon avis, serait tout aussi problématique que de vouloir abolir des concepts d'usage meilleur profitable ou de se coller sur une valeur marchande plutôt qu'une valeur au propriétaire. Encore plus drastique serait d'aller sur le compte de taxes, effectivement. Puis je pense que ça serait tout aussi préjudiciable et contestable si on allait dans cette direction. Donc, on avait pensé à certaines questions pour un peu essayer de simuler qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, par exemple, une conséquence possible, si on permet, puis on va le dire, à une partie expropriante d'indemniser suite à du downzoning, soit pour bien qu'on comprenne, ici, ce serait une espèce d'indemnisation dans 2 temps. Donc, d'abord, la municipalité locale ou tout corps public modifierait les règles du jeu et après entreprendrait des processus d'expropriation selon ces nouvelles règles du jeu-là. Donc, on aimerait vous entendre là-dessus. Downzoning, je pense qu'on en parlait. Je ne sais pas si Brian, tu as des commentaires à faire sur cette pratique. Bien, il n'y a personne qui s'en vante, mais c'est ce que plusieurs municipalités font. Dans la pratique, c'est ce qu'on perçoit de plus en plus. On met en place des outils de planification, mais puis on annonce d'emblée que le zonage, s'ils veulent en bénéficier de ces outils de planification-là, de ces densités-là ou des hauteurs, ils vont devoir faire des demandes de PPC- à la pièce. Donc, veut pas, le downzoning, on le voit de plus en plus parce que les municipalités veulent être capables de négocier. Que ce soit pour moult raisons. On a mis en place dans certaines villes des règlements pour le logement social abordable, mais dans d'autres, où on n'a pas ces outils-là aujourd'hui, ils utilisent ce pouvoir de négociation-là pour être capables d'aller chercher certains bénéfices. On demande de plus en plus, dans nos analyses de juste valeur, finalement, les municipalités sont à la recherche de plus grands espaces verts, au-delà des pourcentages réglementaires requis, et donc utilisent cet outil-là de downzoning pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir. Mais quand on arrive dans des dossiers d'expropriation, on est buté à cette réalité-là où la municipalité a mis en place ces mécanismes-là
Et là, on est aux prises avec des valeurs qui ne reflètent pas la vraie valeur du marché. Exact. Puis, moi, je le dis, les juges sont sévères là-dessus. Ils vont refuser les arguments de downzoning, de planning blight, où on anticipe une expropriation, donc on change le zonage pour après ça exproprier. Alors, pour moi, si la Cour est déjà très claire là-dessus, puis je pense que c'est sans équivoque depuis longtemps, d'aller modifier ou tenter de modifier législativement cette pratique-là, il risque d'avoir une résistance même au niveau des... Bien, on le voit, vous l'avez mentionné tantôt, là, mais on le voit dans la pratique, il y a des RCI qui sont mis en place de façon annoncée dans ce sens-là. Donc, parce qu'on veut aller chercher un espace vert, mais parce que surtout, on ne veut pas être capable d'aller le payer à la valeur du marché. Donc, dans certains cas, on met en place des outils pour faire du downzoning, pour être capable après ça d'aller récupérer un espace vert au bénéfice de la communauté. C'est très noble, mais les démarches, on les voit actuellement. Là. Elles sont déjà en place dans ce sens-là. Quand on fait un dossier d'un point de vue de l'expertise en évaluation, ça voudrait dire quoi, toute cette question-là que pose Guillaume? Ben écoute, au niveau du downzoning, je ne les ai pas eus dans mes dossiers récents. Donc, mais écoute, on ne peut pas se ramasser non plus avec une propriété qui valait plus qu'une indemnité révisée à la baisse parce que c'est zoné parc du jour au lendemain, pratiquement comme dans les cas d'expropriation déguisée. C'est pas ce qui permettrait en tout cas aux propriétaires de refaire cette situation. Exact. Donc, voyons comment, puis j'essaie même de voir, bien franchement, comment le gouvernement actuel pourrait insérer dans la loi un mécanisme tel qui permettrait ouvertement du downzoning. J'ai discuté à penser que c'est là où on peut vraiment venir réformer, même radicalement, la loi, là, parce qu'effectivement, c'est un contresens. J'ai toujours pris l'exemple en expropriation où on avait quelqu'un qui était exproprié pour un bâtiment qu'il avait construit. La ville annonçait que finalement, le bâtiment avait été construit illégalement, donc il devait $0. T'sais. Et la Cour, évidemment, a donné la pleine valeur au bien en disant, écoutez, on ne peut pas venir à contre-coup, à rebours, venir revoir une situation réglementaire à ton avantage une fois que tu expropries. Ça, c'était radical. La Cour avait été très sévère avec le corps public. Ça remonte à plusieurs décennies, quelques décennies. Mais donc, pour moi, c'est la même chose. Si on anticipe une planification, puis on vient réglementer pour cette planification-là, il faut écarter ça dans le processus d'analyse de l'indemnité. Ce que font les tribunaux. Alors, j'ai hâte de voir comment... Moi, j'ai plus l'impression, comme j'avais dit en matière de mesures d'accélération, que ça va créer des débats plutôt que ça va assainir le processus. On risque de multiplier les dossiers où les gens vont se battre pour se faire payer ce qui leur revient dans un contexte où on ne permet pas le downzoning. Sur ce point-là, Nicolas, c'est intéressant que tu parles des mesures d'accélération parce que ça a été un peu une première vue, une avance sur ce que ça pourrait être. Est-ce que vous retenez, vos experts, des leçons des processus d'accélération tels qu'ils ont été vécus pour la ligne bleue ou pour le REM? Bien, principalement, l'objectif du législateur dans ces deux lois-là de mesures d'accélération, c'était de prendre possession plus vite. Ils ont fait deux choses. Je retiens plusieurs éléments, là, mais il y a deux éléments substantiels. Ils ont permis que le ministre fixe unilatéralement l'indemnité provisionnelle. Donc, il donne un argent, première quantité, montant d'argent, sans faire le débat à savoir si c'est suffisant ou pas. Sauf, donc, on enlevait le droit à l'exproprié de débattre de ça en disant, mais regarde, là, si tu veux que je puisse refaire ma situation, même à court terme, tu ne donnes pas assez d'argent. Alors, est-ce que ça a permis une accélération? Peut-être. Est-ce que ça causait plus de préjudice à payer? Sûrement. Parce que si l'indemnité provisionnelle est insuffisante. Le deuxième, donc, je ne suis pas sûr que ça atteint la cible ultimement de ce qu'il voulait faire, parce que ça a coûté beaucoup plus cher. Puis on regarde les dépassements de coûts. Je pense que ça parle de soi. Je sais pas, ça explique pas juste les coûts d'expropriation, mais ça fait partie de la formule. La deuxième mesure, c'était d'enlever le droit de contestation du droit à l'expropriation. Puis toi, comme juriste, Guillaume, j'imagine que tu comprends que vous savez tous qu'on a l'article 96 de la loi constitutionnelle de 1867 qui prévoit que la Cour supérieure peut contrôler les actes publics, incluant les avis d'expropriation. Ça, c'est constitutionnel. Donc, c'était évident pour nous que d'enlever ce droit de contrôle-là ou de tenter de l'enlever, c'était excessivement problématique. Est-ce que dans les faits, ils ont vraiment fait ça? Je suis pas sûr. Il y avait le centre d'achat de Cadillac Fairview à Anjou, mais qui a été réglé autrement. Donc, on ne s'est pas rendu là. Donc, pour moi, les mesures d'accélération n'ont pas eu les effets escomptés ultimes quand je regarde l'ensemble des acteurs, pas juste l'expropriant, mais l'exproprié. Je ne sais pas si de votre point de vue... Mais il y a la question des délais, mais outre
outre cela, si on prend l'exemple du REM, il n'y a pas d'obligation de conformité réglementaire. Donc, le REM passe, réaménage les espaces, mais il n'est pas obligé de réaménager selon la réglementation. Donc, on se retrouve avec des propriétés qui sont non conformes, donc en droit acquis, puisque le réaménagement tantôt du stationnement ou des marges, etc., la propriété se retrouve dans des situations de droit acquis. Donc, l'exproprié se retrouve avec un bien impacté. Il faut regarder aussi les autres effets de cette loi-là, au-delà de la simple question des délais. Il y a toute la question de l'impact sur le résidu, on en parlait tantôt, là, mais d'introduire une structure comme le REM dans un espace qui n'a pas été planifié en conséquence. Il y a plein de nuisances qui ont été générées dans le milieu pour beaucoup d'entreprises. Il y a des entreprises, c'était des laboratoires qui étaient là. Donc, l'impact d'amener une structure comme celui-là. Fait qu'il y a des effets autres que la simple question de l'accélération de procédure. Mais il y a beaucoup de corps publics qui vont vouloir se prévaloir de ce droit-là pour eux autres, pour leur propre fin aussi, là. Donc, il faut être capable de regarder cela. Puis, je fais un clin d'œil aussi, là, parce que on regarde tous les effets du REM dans le milieu, puis les impacts que ça a eu au niveau de l'expropriation. Il y a la Ville de Montréal qui est en train de planifier son plan d'urbanisme, qu'elle dit plan d'urbanisme et de mobilité. On espère qu'ils vont intégrer toute la planification de ces infrastructures de transport-là de façon beaucoup plus appropriée, parce que le REM, CDPQ n'avait pas le rôle d'organiser le territoire. CDPQ avait le rôle de livrer le REM. Donc, si on parle du côté du municipal, que le municipal puisse planifier ces infrastructures de transport-là. La Ville de Québec, la différence avec son tramway, c'est que la Ville de Québec est maître d'œuvre dans le dossier du tramway, ce qui n'est pas le cas ici avec le CDPQ. Fait que, c'est la question de la coordination. En fait, il va être intéressant de voir finalement, au niveau des impacts de toute l'expropriation, le cas de Québec versus tous les cas en lien avec CDPQ ici. Intéressant. La solution pour moi, ce n'est pas les mesures d'accélération. Ça serait une réforme de la loi sur l'expropriation complète, intelligente, sans aller dans les extrémités de perte de valeur, où je pense qu'on va annoncer une saga judiciaire pour les 5-10 prochaines années si on fait ça. Et je ne suis pas certain que le gouvernement va aller aussi loin qu'il aurait pu le laisser entendre. À suivre donc. Donc, je pense qu'on a fait le tour de nos questions Donc, merci à nos panélistes. Certainement, c'est une question qui va demeurer ouverte. Donc, je pense que ce qu'on retient, c'est qu'il y a des concepts importants qui vont être modifiés, mais que modifier la loi sur l'expropriation, si la leçon qu'on peut tirer des lois d'accélération, c'est que c'est pas si simple qu'on pense. Parfois, ça pourrait peut-être être une fausse bonne idée, mais certainement, on va être à l'affût des modifications législatives qui vont s'en venir. On nous promet peut-être dans la prochaine.